Bonjour à tous, donc Camille Elmer de l'ANIA. Quelques mots avant de laisser la parole à Pierre autour de ce colloque. Donc comme ça a été dit, comme ça vous a été présenté, la dématérialisation est aujourd'hui une tendance qui va en s'accentuant, et notamment pour les produits alimentaires, avec l'entrée en application du fameux règlement sur l'information des consommateurs dans quelques semaines. Face aux enjeux que cette dématérialisation représente, en termes de compétitivité pour les entreprises, de relations avec les consommateurs notamment, l'ANIA s'est bien sûr intéressée à ce sujet depuis plusieurs années, et particulièrement ces 2 dernières années, toujours au regard de ce fameux règlement. Donc bien sûr, quand cette idée de colloque a émergé au sein du fonds, nous avons tout de suite soutenu cette proposition et nous nous sommes investis aux côtés de Pierre et de Florence et de toute l'équipe pour l'organisation de ce colloque. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir accueillir professionnels, scientifiques, autorités publiques pour vous présenter leur approche et leurs interrogations autour de cette thématique. Entre chaque intervention, vous aurez bien sûr l'occasion de les interroger. N'hésitez pas à vous manifester pour leur poser des questions. Et donc tout de suite, nous allons accueillir Pierre Combris, économiste, directeur de recherche à l'INRA, pour une introduction à cette notion qui, de prime abord, nous a paru assez vaste. Et donc Pierre va nous permettre de cadrer ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Martine et à Camille pour ces mots d'introduction. Je vais donc commencer et essayer d'être assez rapide pour cadrer, présenter le sujet de façon générale, présenter ses différents aspects et vous montrer les différents points sur lesquels on voudrait discuter, échanger ensemble et vous apporter des informations pendant la journée. On a préparé donc ce colloque à un petit groupe au sein du fonds et moi personnellement j'ai appris énormément de choses autour de cette question qui m'intéressait beaucoup et que je pense qui est porteuse de beaucoup de changements pour l'avenir. Et donc l'idée c'est de vous faire partager tout ce qu'on a appris et voire davantage, puisqu'évidemment les intervenants qui vont suivre connaissent beaucoup plus que nous sur le sujet. Donc les 2 idées qui nous ont guidés dans ce colloque sont dans le titre en fait de cette présentation. C'est est-ce qu'on va... Il y a 2 choses qui nous paraissent importantes. Première chose, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un catalogue de tous les produits alimentaires? Et deuxièmement, est-ce qu'à partir de ce catalogue, chacun va pouvoir fabriquer sa propre information, avoir une information à la carte? Donc, un catalogue, information à la carte. Quelques mots sur le contexte. Quand vous cherchez le nombre de produits entre lesquels vous pouvez potentiellement avoir à choisir, vous tapez supermarché ou hypermarché sur Internet, le premier qui sort, il s'agit d'Auchan. Bon, je suis désolé pour les autres, c'est peut-être les effets de l'ordre alphabétique, mais est-ce que les 2 informations que moi je retiens sur cette page, cette copie d'écran qui surgit quand je cherche le nombre de références, c'est que, être l'enseigne du plus grand choix, c'est présenté comme un avantage, donc plus il y a de choix, mieux c'est, implicitement. Et deuxième chose, des faits, c'est que dans un hypermarché de ce type-là, on a entre 30 000 et 100 000 références de produits alimentaires, entretien, etc., hygiène, mais enfin, quand même s'il y en a un peu moins pour l'alimentation toute seule, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et évidemment, le deuxième élément de contexte, c'est que, comme on le dit souvent, ça crée une surcharge d'informations pour le consommateur, et pas seulement pour le consommateur, je pense d'abord pour le logisticien qui est chargé d'organiser tout ça. Pour voir comment les choses ont évolué, la rapidité à laquelle elles ont évolué, souvenez-vous que dans le premier hypermarché Carrefour, qui est ouvert en 1963, il y avait 5000 références pour l'alimentaire. Donc aujourd'hui, on est entre 30 et 100 000, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, et disons qu'en moyenne, les ordres de grandeur que j'ai récupérés en discutant ici ou là avec des gens qui travaillent dans la distribution, c'est 60 000 références. Et la deuxième information importante, c'est qu'évidemment, ces références changent tout le temps et qu'en grosso modo, il y en a un quart qui se renouvelle chaque année. C'est quand même très impressionnant. La deuxième chose, c'est que non seulement il y a plus de... Et en plus, on a si vous voulez, la matérialisation de cette idée que déjà Toffler avait décrit en 70, je crois, dans le choc du futur, il parlait d'hyperchoix. On est aujourd'hui dans l'hyperchoix. Parce que non seulement il y a plus de produits, mais en plus, sur chaque produit, il y a de plus en plus d'informations. On a des informations commerciales, évidemment, c'est le bas à bas, c'est-à-dire à partir du moment où il y a tellement de produits, si vous voulez avoir une chance d'aller jusqu'au cerveau et surtout jusqu'au panier du consommateur, il faut absolument se différencier et le faire savoir. Deuxièmement, il y a des informations réglementaires qui sont de plus en plus importantes, ça aussi c'est logique et ça correspond à une demande de la société. Troisièmement, il y a des informations qui sont en plus ajoutées par les gens qui souhaitent
aider les consommateurs à faire leur choix encore mieux. Donc je pense aux comparateurs, aux applications, dont on verra beaucoup d'exemples dans la journée. Vous pouvez avoir aussi des notations, des conseils, des avis d'autres consommateurs qui arrivent grâce à Internet. Et puis, pour l'instant, on est encore au tout début, mais il y a quelques petites informations environnementales. Et il va y en avoir de plus en plus. On ne sait pas encore très bien lesquelles. C'est compliqué, encore plus compliqué manifestement que l'information nutritionnelle à mettre à structurer. Et donc, il faut avoir tout ça. Alors, dernier élément de contexte, bien sûr, ça crée deux, de mon point de vue, et c'est les choses qu'on verra aujourd'hui, deux types de défis. Le premier défi, c'est un défi purement commercial et logistique, c'est-à-dire que tous ces produits, ils s'échangent, ils sont fabriqués, vendus, référencés, commandés, on remplit des camions. Dans ces camions, il y a des palettes, il y a des produits qui ont des tailles et des dimensions différentes. Il faut gérer tout ça. J'ai vérifié tout à l'heure auprès de Xavier Barras, qui interviendra tout de suite après, que je ne disais pas de bêtises, parce que je ne retrouvais pas cette information, mais en gros, dans les catalogues aujourd'hui tels qu'ils sont utilisés, pour un produit alimentaire, quand vous regardez toute l'information qui est nécessaire pour faire une transaction, et pour que ça aille jusqu'au bout, il peut y avoir jusqu'à 300 attributs. Donc vous imaginez un tableau, et puis vous avez 300 variables qui décrivent votre produit. Donc imaginez ce que ça génère. Ben, ça génère des erreurs, forcément, si on passe d'un système à l'autre, si on recopie des choses, si les clients et les fournisseurs n'ont pas les mêmes systèmes, donc des erreurs, et puis surtout des coûts de transaction, parce que c'est du temps. Les économistes font toujours la guerre aux coûts de transaction, mais les logisticiens aussi. C'est très important, cette affaire-là. La deuxième chose, le deuxième défi, c'est l'information du consommateur. C'est-à-dire que même si le consommateur s'intéresse assez peu à la logistique, il lui reste quand même un certain nombre de variables à prendre en compte pour faire son choix, selon sa santé, selon ses goûts, selon ce qu'il souhaite faire, selon ses préoccupations pour l'environnement, pour la façon dont les produits sont fabriqués. Donc il va chercher des informations. Il va considérer les produits qu'il peut, mais en étant contraint de restreindre un peu son ensemble et d'aboutir à ce qu'on appelle en marketing un ensemble de considérations. Il y a un peu moins de choses. Ensuite, quand il est in situ dans un magasin, il va falloir qu'il aille vite. Il a peu de temps donc, pour présélectionner, comparer, acheter, etc. Et donc, le consommateur que nous autres économistes appelons rationnel et informé n'existe pas beaucoup. Et en tout cas, il a bien du mal. Ça reste un peu un mythe parce qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait traiter toute cette information. Dernier élément de contexte, c'est le règlement INCO. Camille en a parlé. Donc pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers de la chose, il s'agit d'un règlement sur l'information du consommateur, INCO, information du consommateur, qui entre en vigueur au mois de décembre. Plein de choses dans ce règlement, mais en particulier le fait qu'un certain nombre de mentions, qui étaient certaines déjà obligatoires, d'autres qui vont le devenir, vont figurer sur les emballages des produits. J'en ai mis une liste ici qui n'est pas exhaustive d'ailleurs, mais enfin en gros, les choses qu'on peut s'attendre à voir, la dénomination, la liste des ingrédients, les allergènes, des quantités pour certains ingrédients et la quantité totale du produit, les conditions dans lesquelles vous pouvez le conserver, d'où vient le produit, d'où viennent les ingrédients principaux, comment on l'utilise, comment on le conserve, etc. Puis la fameuse déclaration nutritionnelle qui va être agrandie, qui est pour l'instant facultative, mais qui sera obligatoire dans 2 ans. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Dernier élément, c'est le fait que le commerce évolue aussi dans sa forme. Les gens ayant moins de temps, les sites de vente à distance se développent. Le consommateur peut accéder potentiellement à toutes ces informations et il doit y accéder même, c'est la règle. Et je pense que Claude Duchemin nous dira plus sur ces règlements qui protègent le consommateur. Donc il doit avoir toute cette information avant d'acheter quelque chose. Comme parallèlement, ces sites de vente en ligne se développent, le drive se développe, comme vous le savez, on ne voit pas très bien comment on peut arriver à combiner tout ça, autrement qu'en dématérialisant l'information, donc l'objet de notre colloque d'aujourd'hui, pour régler tous ces problèmes. D'une part, pour fiabiliser les informations, pour automatiser, parce que sinon on perd trop de temps, et pour faciliter le choix du consommateur qui pourra, selon les critères qui l'intéressent, chercher les produits qui l'intéressent. Alors comment ça marche la dématérialisation? Donc ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer en détail, ça sera Xavier, et puis les industriels, les distributeurs, les gens qui proposent des solutions pour tout le monde, qui vont vous expliquer exactement comment ça marche. Mais en gros, pour que vous ayez les notions de base, parce que vous allez voir, ça devient vite un peu compliqué. Il y a 3 éléments clés qui sont sur cette diapositive. La première, c'est une fiche qui décrit le produit. Et évidemment, si on veut que ça marche, il faut que ça soit un standard. Sinon, si chacun décrit un produit à sa façon, ça ne va pas.
Première chose. Donc cette fiche, il y a effectivement toutes les informations qui nous intéressent, et puis un code d'entrée qui est souvent le code barre que vous connaissez, qui figure sur les produits, qui permet de retrouver les produits. Donc premièrement, une fiche standardisée. Deuxièmement, il faut que ces fiches soient rangées dans un catalogue, donc ce qu'on appelle des catalogues électroniques, on en verra aussi des exemples, qui regroupent toutes les fiches des produits pour un fournisseur donné ou qui, chez un client, regroupe tous les produits qu'il souhaite acheter. Et les catalogues, donc, permettent d'échanger entre clients et fournisseurs. Et puis, enfin, comme il y a plusieurs catalogues, il faut que tout ça soit interopérable. Et donc, il y a un réseau qui relie ces catalogues. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai appelé ça un méta-catalogue, c'est-à-dire qu'en gros, comme nous autres chercheurs, quand on est dans une bibliothèque, on ne se préoccupe plus maintenant de savoir si on est sur le catalogue de la bibliothèque, on cherche un ouvrage ou une référence, et puis ça interroge toutes les bases de données du monde, et puis on sait où se trouve le truc qu'on cherche. Là, ça devrait être pareil si ça marche, si j'ai bien compris. Donc on met tout en relation. Donc, si on a d'un côté des fiches produits standardisées, de l'autre côté un métacatalogue, bingo, c'est gagné. On a ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a quelque chose qui permet d'avoir toutes les données qu'on souhaite, une espèce d'open data des produits alimentaires, peut-être, d'ailleurs de tous les produits, j'imagine, à un certain point, mais enfin, nous, on va s'en tenir aux produits alimentaires pour aujourd'hui. Et donc, c'est une perspective qui est tout à fait intéressante. Alors, je passe rapidement là-dessus parce que je n'ai pas bien tout compris, mais peut-être que tu me montreras, hein. On verra. Donc vous voyez, il y a des fournisseurs, des catalogues qui sont en réseau, il y a un registre d'ensemble, c'est ça que je n'ai pas trop compris, et puis après il y a les clients qui ont aussi leur catalogue, et tout ça peut se parler et parle la même langue, c'est surtout ça qui est important. Alors ça c'est le point logistique, donc c'est pour relever le premier défi. Puis un deuxième défi, c'est l'information des consommateurs. Si on peut accéder à toutes les informations sur tous les produits, alors à ce moment-là, les économistes commencent à dire « Youpi, on vous l'avait bien dit que le consommateur rationnel et informé peut exister puisque toute l'information est disponible. » Mais en même temps, ce malheureux consommateur, on se demande bien comment il va faire pour traiter toute cette information, surtout s'il y en a de plus en plus. Et la réponse est relativement simple, c'est qu'il ne va pas analyser évidemment toute l'information, il va falloir que cette information soit synthétisée, mais elle peut être synthétisée parce que tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations. Et donc, si cette information peut être personnalisée et synthétisée, c'est-à-dire si on peut fabriquer des indicateurs qui répondent à la demande d'information de chaque type de consommateur, là, c'est complètement gagné, puisque, évidemment, le consommateur peut avoir ce qu'il veut, et finalement, c'est ça la rationalité, c'est d'avoir l'information que vous voulez. Quand on creuse un peu, les économistes n'ont jamais dit que tous les consommateurs devaient traiter toute l'information. Ils ont dit simplement qu'un consommateur doit rechercher de l'information jusqu'au point où le bénéfice qu'il en attend devient inférieur au temps qu'il y passe. C'est ça la rationalité. Et donc, si vous avez ce que vous voulez, on peut considérer que vous avez un comportement rationnel, et c'est très bien comme ça. Alors, du coup, se développe tout un tas d'applications, on en verra beaucoup d'exemples aujourd'hui, de notation, de filtrage, d'alerte, etc., qui comparent les produits, qui vous génèrent vos listes de courses. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, normalement, j'ai un truc difficile à faire, c'est vous montrer une vidéo. Je ne sais pas comment ça marche. Ah si, Justine va me sauver. C'est un exemple, donc, une vidéo que m'avait passée Philippe Imbert, qui est ici avec nous, pour vous montrer comment un consommateur dans un point de vente avec une application de ce type qui récupère des informations sur les produits et qui donne les informations que vous souhaitez peut vous aider à faire vos courses. C'est lequel alors? C'est le premier? Plutôt celui-là. Okay. Tu préfères celui-là, voilà. Alors allons-y, il faut l'envoyer en plein écran. Voilà. Ça dure 2 minutes. Hein, donc.
s'appelle cool, non? Voilà, alors, une application, il y en a plein. Beaucoup sont, enfin, la plupart, toutes celles que j'ai mis là-dessus sont ici, avec nous, Open Food Facts, Megoo, Noteo, Guidalim, Clear Karma, Weight Watchers. Donc certaines seront présentées cet après-midi et toutes de toute façon sont dans le hall derrière vous et on aura du temps pendant les pauses et je vous invite à aller les voir, à regarder comment ça marche, à discuter avec les gens qui les proposent. C'est vraiment très 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 intéressant. Puis j'en ai rajouté une qui est une application américaine qui s'appelle Good Guide qui est là simplement parce qu'elle m'a impressionné parce que vous voyez rien que sur les yaourts par exemple là il vous propose un comparatif de 1151 yaourts donc là quand même il faut déjà s'en occuper, quoi. Alors, vous voyez qu'il faut... Là, c'est important d'avoir quelque chose qui vous permet de synthétiser l'information, quoi. Alors, deux points pour finir, c'est les perspectives. Qu'est-ce que ça ouvre, tout ça? Des questions du côté du consommateur, comme j'en ai déjà un peu parlé, le fait que notre consommateur va pouvoir faire des choix plus raisonnés, en tout cas. S'il a besoin de critères de comparaison, on peut lui donner. En général, il va procéder par élimination, donc ça lui permettra de converger assez vite vers le sous-ensemble des produits qu'il cherche. Il va avoir des outils, vous en verrez donc, qui lui permettront d'utiliser les critères qui l'intéressent. Comme je l'ai dit, et ça c'est peut-être le point le plus important, c'est que tout le monde ne s'intéresse pas aux mêmes choses, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et surtout tout le monde n'a pas les mêmes dégoûts. Si on considère d'ailleurs que les consommateurs procèdent plus par élimination parfois que par choix, un critère est suffisant pour éliminer un produit, et chacun a sa façon d'éliminer les produits. Voilà, comme disait je ne sais plus qui, tout le monde est heureux un peu de la même façon, mais les gens malheureux sont chacun malheureux à leur façon. Voilà, pour éliminer, c'est pareil, chacun élimine à sa façon, et donc c'est important que les choses soient personnalisées. Donc, premièrement, c'est les critères, vous les choisissez, et dernier point, c'est que vous allez aussi pouvoir, si tout développeur d'application nous aide à le faire, choisir la façon dont l'information que vous voulez va s'afficher sur votre téléphone ou sur l'outil que vous utiliserez pour faire votre produit. C'est ça, l'information à la carte. C'est ce qu'on a voulu donc vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, en plus évidemment des questions de fabrication des catalogues qui sont sous-jacents. Évidemment, tout ça pose des questions. Première question, donc, c'est qu'on a ce méta-catalogue. Enfin, Xavier va nous dire si ça existe vraiment ou pas, ou si ça va exister bientôt. Dans ce métacatalogue, normalement, vous avez accès à des données primaires, puisque c'est des données qui sont fournies par les gens qui fabriquent les produits, donc ça ne peut pas être plus fiable. C'est des données primaires et c'est des données qui sont garanties par les gens qui ont fabriqué les produits. Donc, il serait souhaitable que ces données s'ouvrent à tous les utilisateurs pour que tout le monde puisse choisir en s'appuyant sur les bonnes données. Question, est-ce que ça va se produire ou pas? Est-ce qu'il y a des freins à ça? De quelle nature? C'est un des points dont j'aimerais bien qu'on discute dans la journée. Ensuite, on a donc des outils qui permettent de comparer, d'analyser, etc. Mais qui compare les comparateurs? Qui regarde comment ces outils fonctionnent, etc. C'est aussi une question, je pense que Claude Duchemin va l'aborder, parce que je sais que le CNC avait travaillé un petit peu sur cette question. Un corollaire de ça, c'est finalement tous ces comparateurs, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est bien que ça existe, c'est bien qu'il y ait des analyses sur les produits. Ce qui est important, c'est un peu comme pour les articles de journaux, c'est de bien distinguer l'information de base du traitement de l'information. Donc de bien distinguer l'information qui est fournie par les fabricants de son analyse ou des informations qui sont rajoutées à cette information. Donc ça aussi, c'est un point important. Puis enfin, dernière chose, c'est que à partir de ce moment-là, vous imaginez bien, si vous avez un grand catalogue, donc il y a tous les produits alimentaires, il y a tous les critères, et vous, consommateur, vous dites, moi je veux des produits comme ci, comme ça, vous mettez 3-4 filtres qui éliminent tous les produits qui ne vous plaisent pas sur 3 ou 4 critères, les produits sortent. Il n'y a rien de plus qu'avant, en fait. C'est les mêmes produits, c'est les produits qui existent dans les supermarchés. Simplement, vous avez une puissance de traitement tout d'un coup, c'est-à-dire que vous pouvez faire sortir les 5 produits qui correspondent le mieux à ce que vous souhaitez. Ça change quand même beaucoup de choses du point de vue du marketing. C'est-à-dire que les 5 produits qui vont sortir, il n'y a pas de raison que ce soit ceux qui ont fait le plus de publicité. C'est juste ceux qui correspondent à vos critères. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Comment tous les gens qui souhaitent que ce soit plutôt leurs produits qui sortent vont faire? Comment ça va interférer avec les applications ouvertes, les applications propriétaires, etc. Comment ça va marcher? Donc ça, c'est des questions, je pense, qui seront abordées dans la journée. Voilà, enfin, celles que j'ai retenues. Il y en a beaucoup d'autres. On en verra aussi cet après-midi dans la table ronde avec Véronique Bresco et tous nos participants. Voilà ce que je voulais vous dire pour cadrer un peu l'affaire.
Je ne sais pas si ça appelle beaucoup de questions à ce stade. S'il y en a déjà, je serais heureux d'y répondre. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée de réflexion et d'échange autour de toutes ces questions qui me paraissent bien importantes. Voilà, je vous remercie.